1000 Jamaïcains débarquent au Sahel avec un billet sans retour et le monde ne sait pas encore quoi en penser. En quelques jours, cette poignée de chiffres et de visages anonymes a fissuré les certitudes sur ce que signifie partir, rester ou simplement supporter le statu quo. Cette décision collective, placée sous le regard d'Ibrahim Traoré, interroge silencieusement la façon dont des millions de personnes imaginent aujourd'hui la liberté, la sécurité et le retour symbolique vers l'Afrique. Car derrière ces valises alignées sur le tarmac se joue peut-être bien plus qu'un simple déménagement vers une capitale sahélienne assiégée par les doutes. L'annonce de cette migration inédite soulève une promesse implicite, comprendre pourquoi 1000 personnes quittent une île stable pour une région sahélienne confrontée à des défis extrêmes. Mais derrière cette curiosité s'impose un enjeu plus tranchant, presque brutal, saisir les risques tangibles, sociaux, sécuritaires et identitaires qui pèsent sur une initiative présentée comme un geste de solidarité panafricaine. L'intérêt de ce récit ne tient pas seulement à son ampleur émotionnelle, il repose surtout sur la capacité à décortiquer avec précision les facteurs qui ont rendu ce départ possible, puis acceptable aux yeux de ceux qui l'ont entrepris. Ainsi, une question surgit alors. Comment un projet chargé d'idéaux peut-il coexister avec les inquiétudes d'un État en crise, d'une diaspora divisée et de familles hésitantes face à un avenir profondément incertain? Ce rapport promet d'exposer ces lignes de tension sans emphase inutile, pour permettre aux lecteurs de mesurer étape après étape les choix, les illusions et les calculs qui ont préparé cette traversée inattendue entre la Caraïbe et le Sahel. La première révélation frappe immédiatement. Ce mouvement collectif n'est pas né d'une improvisation exaltée, mais d'un enchaînement méthodique d'idées et de discours qui ont lentement modifié les perceptions de milliers d'auditeurs. La deuxième, tout aussi décisive, repose sur un simple chiffre. 1000 Jamaïcains n'auraient jamais franchi l'Atlantique sans un ensemble de récits, de symboles et de tensions politiques soigneusement tressés autour de leur départ. Pour comprendre ce basculement, il faut examiner la chaîne de causalité qui précède leur arrivée au Burkina Faso. Au centre de cette dynamique se trouve la figure d'Ibrahim Traoré, jeune chef d'État militaire dont les prises de position contre l'influence occidentale ont suscité une résonance inattendue bien au-delà du Sahel. Son langage, articulé autour de la souveraineté, de l'autodétermination et d'un panafricanisme revendiqué, a circulé sur les réseaux jamaïcains avec une rapidité presque virale. Des extraits de ses discours, parfois de simples phrases, ont déclenché une impression d'urgence morale chez une partie de la diaspora noire, déjà sensibilisée aux thématiques du retour et de la réparation historique. Parallèlement, la Jamaïque vivait un tumulte intérieur plus discret, fait de frustration sociale et d'un sentiment croissant de stagnation. Cette combinaison, un appel idéologique venant d'Afrique et une lassitude diffuse dans l'île, a produit une zone de résonance où chaque message provenant d'Ouagadougou semblait combler une attente ancienne, longtemps théorique. La migration proposée n'était plus analysée comme un déplacement géographique, mais comme l'incarnation physique d'un mythe politique, celui du retour à la terre d'origine. Ainsi se forme la véritable toile de fond, un dirigeant perçu comme un symbole de rupture, une population en quête de sens et un imaginaire collectif prêt à s'enflammer au moindre signal. Ce sont ces éléments superposés patiemment qui ont rendu pensable puis réalisable le départ du premier contingent. Pour saisir les premiers effets concrets de cette migration, il suffit d'observer quelques trajectoires individuelles devenues malgré elles des repères dans un paysage encore mouvant. David Clark, maçon de Spanish Town, incarne cette volonté de participer à une construction littérale et symbolique. Ses mains calleuses et sa détermination tranquille racontent une histoire simple. Il souhaite bâtir, mais pas seulement des murs. Il veut bâtir une idée de liberté débarrassée de toute tutelle étrangère. Ce n'est pas un rejet de la Jamaïque, précise-t-il, mais un glissement vers une responsabilité plus vaste, nourri par les discours panafricanistes qui ont circulé de Kingston à Ouagadougou. Un autre parcours éclaire différemment cette dynamique, celui de la docteure Imani Sharp, spécialiste de l'agriculture en milieux arides. Ces années de recherche sur les cultures résilientes prenaient jusqu'ici la forme de rapports ou de consultations institutionnelles
fonctionnelle. Au Burkina Faso, cette expertise quitte la théorie pour devenir un outil de survie collective. Les visites qu'elle mène dans les stations agricoles, entourées de cultivateurs, confrontées à l'avancée du désert, montrent comment une compétence académique peut se transformer en levier immédiat pour un pays sous pression climatique. Ces figures guides n'expliquent pas tout, mais elles structurent l'expérience d'un groupe encore en phase d'apprentissage. Leur présence crée un effet d'entraînement. Chacun observe comment l'autre trouve sa place dans un environnement exigeant où la barrière linguistique, la chaleur sèche et l'incertitude sécuritaire sont omniprésentes. Ce qui signifie qu'elles démontrent que, malgré les doutes persistant, l'intégration commence par des gestes modestes mais déterminants. Tout commence par une annonce qui surprend autant qu'elle intrigue. Elle surgit depuis Ouagadougou sans prévenir, portée par le ton ferme et les gestes mesurés d'Ibrahim Traoré. Le message se répand vite, un appel, dit-on, aux descendants de la diaspora noire, un geste qui, pour ses partisans, ressemble à une main tendue, pour ses détracteurs, à une stratégie politique calibrée. La première étincelle est là, elle circule, elle se propage d'un téléphone à l'autre, elle éveille plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. La deuxième dynamique s'enclenche dès que les réseaux sociaux s'emparent du sujet. Les vidéos circulent, les extraits de discours sont coupés, remixés, amplifiés. La rhétorique panafricaine trouve son écho dans des communautés déjà sensibles à l'idée du retour symbolique. La vague enfle, elle se transforme en courant. À ce moment-là, l'idée d'un départ massif n'est plus un fantasme isolé, c'est une possibilité partagée, débattue, commentée, souvent idéalisée. Puis vient la décision officielle. 1000 places, un départ groupé, un cadre présentable. Des mots choisis avec soin, solidarité, histoire commune, souveraineté. L'annonce agit comme un aimant, certains se sentent appelés, d'autres se sentent menacés. Les lignes se durcissent, les conversations se tendent, les familles se divisent entre encouragement et mise en garde. Les analyses surgissent, économiques, sécuritaires, identitaire. Les hésitations deviennent urgentes, chacun doit trancher. Le moment du départ marque le véritable point de bascule. À l'aéroport, les regards sont lourds, les gestes restent solennels. La conviction de certains se heurte aux angoisses des proches. On filme, on commente, on immortalise ce qui ressemble à un événement historique. La scène circule presque en temps réel. Le monde observe, il tente de comprendre. La Jamaïque respire au rythme de ces images. Le débat s'enflamme. Une fois les avions dans le ciel, la tension atteint son sommet. Que va-t-il se passer à l'arrivée ? Comment ces volontaires seront-ils accueillis ? Quelle place leur sera réservée ? Les spéculations s'enchaînent, certains évoquent un geste humaniste, d'autres imaginent un calcul stratégique. Les analyses extérieures se multiplient, parfois contradictoires, souvent incomplètes. Chacun projette ses peurs ou ses espoirs sur des individus qui, à cet instant précis, ne peuvent qu'attendre le sol africain. Puis vient l'atterrissage, la poussière du Sahel enveloppe les premiers pas. Les cérémonies officielles s'enchaînent, les salutations se veulent chaleureuses, presque fraternelles. Les Jamaïcains découvrent une langue, un climat, des codes sociaux radicalement différents. Les sourires existent, mais ils sont nuancés par la fatigue et la conscience aiguë du saut qu'ils viennent d'effectuer. Le réel reprend ses droits, les premiers écueils apparaissent, communication fragile, chaleur écrasante, alimentation inconnue. Le choc culturel constitue le premier contretemps réel, rien d'insurmontable, mais rien de trivial. Les gestes simples deviennent des apprentissages. Les attentes idéalistes se heurtent à la dureté sahélienne. Et pourtant, une forme de détermination persiste. Les volontaires savent qu'ils sont observés. Ils savent aussi que leur expérience servira de test, peut-être de précédent. La séquence se termine sur un sentiment hybride. Quelque chose commence, mais personne ne peut encore dire ce que cela deviendra. Les lignes restent ouvertes. Les tensions restent vives. Les espoirs aussi. La transition observée entre zéro départ collectif jamaïcain vers le Sahel et en 1000 arrivées confirmées au Burkina Faso constitue le premier écart mesurable, un basculement qui illustre la force cumulative d'un récit politique devenu moteur d'action. Cette différence nette souligne la rapidité avec laquelle une idée symbolique a pu se transformer en décision concrète malgré les inquiétudes publiques. Le deuxième repère chiffré concerne la situation intérieure du pays d'accueil. Près de 2 millions de personnes déplacées internes au Burkina
Burkina Faso, selon les données mentionnées dans le débat public. Ce volume indique une pression structurelle déjà élevée sur les ressources locales et éclaire la fragilité des conditions d'intégration promises aux nouveaux arrivants. Cette donnée, replacée dans le contexte sécuritaire, montre que les Jamaïcains ne rejoignent pas un espace neutre, mais un territoire en lutte. La troisième mesure pertinente concerne la composition du groupe jamaïcain. Environ 1000 volontaires répartis en multiples corps de métier, d'après les informations relayées au moment du départ. Ce volume souligne la diversité interne du contingent, ce qui augmente les chances d'adaptation sectorielle, mais complique la coordination initiale. La pluralité de profils implique un besoin d'intégration différenciée selon les compétences professionnelles. À partir de ces trois chiffres, plusieurs dynamiques émergent. D'abord, l'effet d'entraînement. Le passage de 0 à 1000 suggère un consensus partiel suffisamment puissant pour dépasser les divergences internes. Dans un contexte normal, une initiative migratoire d'une telle ampleur nécessiterait des infrastructures stables. Ici, elle se produit malgré un environnement précaire. Cette disproportion entre la conviction et les capacités d'accueil prévues est au cœur des interrogations émises par les observateurs jamaïcains eux-mêmes. Ensuite, la pression statistique interne du Burkina Faso crée une tension évidente. Intégrer 1000 nouveaux arrivants dans un pays où des millions de citoyens sont en situation de déplacement forcé représente un défi opérationnel. Cela nécessite une gestion fine, que ce soit dans la répartition géographique, la sécurité quotidienne ou la formation linguistique. Cette réalité sert de contrepoint aux messages plus lyriques relayés dans les discours panafricains. Enfin, la structure interne du groupe migratoire éclaire le degré de préparation individuelle. Un maçon tel que David Clark, une chercheuse comme la docteure Imani Sharp, des enseignants, ingénieurs ou infirmiers, l'ensemble restitue une mosaïque professionnelle plutôt qu'un corps homogène. Ce caractère composite peut renforcer la capacité d'adaptation, mais il augmente aussi la complexité logistique. Le pays hôte doit alors absorber non seulement des personnes, mais aussi des trajectoires, des attentes et des pratiques professionnelles différentes. Ibrahim Traoré se trouve au centre de ces équilibres numériques. Son discours, moteur initial du mouvement, doit désormais correspondre à des résultats mesurables sur le terrain. Les chiffres cités plus haut ne sont pas des symboles, ce sont des contraintes réelles, observables, et les réussir ou échouer déterminera la perception de ce projet dans les mois à venir. Au total, ces données composent une base factuelle qui permet d'évaluer le fossé entre les ambitions idéologiques et les réalités matérielles d'une intégration en cours. Le premier argument en faveur de cette migration repose sur une idée simple et structurée. Pour un certain nombre de Jamaïcains, ce départ représente un geste historique de réparation et de reconnexion culturelle. Ils estiment que l'île qui les a vus naître porte encore les traces profondes d'un passé façonné par l'esclavage et la dépendance coloniale, tandis que le Burkina Faso leur offre une possibilité rare de contribuer directement à un projet de souveraineté africaine. Dans cette optique, partir n'est pas renoncer à leurs racines caribéennes, mais prolonger un mouvement intellectuel et spirituel qui traverse depuis des décennies la diaspora noire. L'argument est cohérent, il associe symbolisme, action et désir de participer à une démarche collective perçue comme émancipatrice. Le second argument, opposé mais tout aussi robuste, met l'accent sur les risques matériels et humains. Le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire majeure avec près de 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur de ses frontières. L'intégration d'un millier de nouveaux arrivants dans un territoire sous pression semble, pour les sceptiques, dangereusement irréaliste. Ils soulignent également la barrière linguistique, le climat radicalement différent et le fait que le pays d'accueil peine déjà à subvenir aux besoins de sa propre population. Selon cette perspective, la migration n'est pas un retour symbolique, mais un pari risqué, peut-être même une mise en danger involontaire de citoyens jamaïcains attirés par un discours plus fort que la réalité quotidienne. La réponse équilibrée se situe entre ces deux pôles. Les témoignages de volontaires comme David Clark ou la docteure Imani Sharp montrent une agency réelle. Ils ne se considèrent pas manipulés, mais engagés dans une décision réfléchida. Pourtant, les inquiétudes soulevées restent fondées. Elles n'en reflètent les faits visibles sur le terrain et les contraintes logistiques déjà identifiées
identifiés. Ainsi, aucun des deux camps ne se trompe totalement. L'un exprime un espoir structurant, l'autre rappelle les limites matérielles d'un pays confronté à des crises profondes. Un tournant s'impose silencieusement. Ce point médian apparaît lorsque les premières images venues du Burkina Faso révèlent une réalité plus nuancée que les espoirs et les craintes formulées avant le départ. Les cérémonies officielles existent bel et bien, tout comme l'accueil cordial des autorités. La présence d'Ibrahim Traoré lors des salutations initiales confirme l'importance politique attribuée à cette initiative. Mais les scènes suivantes, moins solennelles, éclairent différemment l'expérience réelle des volontaires. On voit des Jamaïcains avancer lentement sous la chaleur sèche, s'appuyer sur quelques traducteurs improvisés, découvrir des denrées inconnues et tenter de communiquer par gestes avec leurs nouveaux voisins. Rien n'y semble dramatique, mais rien n'y est simple. Cette juxtaposition crée une révélation intermédiaire. L'intégration n'est ni idyllique ni catastrophique. Elle est laborieuse, méthodique, fragile. Un autre élément modifie encore le regard, la manière dont les Burkinabés observent ces arrivants. Leur curiosité bienveillante n'efface pas leurs propres difficultés quotidiennes, visibles dans les stations agricoles, les marchés ou les zones affectées par l'insécurité. Cette rencontre se déroule donc entre deux vulnérabilités, chacune portée par une histoire différente. Ici, l'expérience cesse d'être un symbole, elle devient un apprentissage réciproque. Les premiers effets de cette installation progressive peuvent se lire en 4 blocs distincts, chacun révélant une facette de ce projet encore expérimental. Les dynamiques locales, les réactions institutionnelles jamaïcaines, l'évolution du groupe arrivé au Burkina Faso et les échos géopolitiques extérieurs composent un ensemble cohérent mais contrasté. La présence d'Ibrahim Traoré dans les premières phases d'accueil renforce le caractère politique du moment, mais les conséquences visibles dépassent largement sa seule figure. Selon cette perspective, l'arrivée d'1 millier de Jamaïcains crée un point de curiosité dans les rues de Ouagadougou. Les habitants accueillent ce groupe avec chaleur, mais observent aussi les difficultés pratiques, langue, alimentation, climat. Les stations agricoles où intervient la docteure Imani Sharp deviennent des lieux d'échange où des savoirs circulent dans les deux sens. L'intégration n'est pas uniforme. Les compétences techniques trouvent vite un espace d'expression, tandis que les métiers nécessitant des interactions linguistiques complexes avancent plus lentement. Le pays, déjà confronté à une crise sécuritaire et à des déplacements internes massifs, mesure la charge supplémentaire qu'implique cette intégration. Selon cette perspective, le débat reste extrêmement vif. Les autorités politiques et les analystes soulignent que ce départ massif, même volontaire, soulève des questions de responsabilité consulaire, de sécurité et de planification. Les familles restées sur l'île expriment à la fois fierté et inquiétude, rappelant que l'environnement burkinabé demeure instable. Les radios jamaïcaines relaient des échanges passionnés. Certains y voient un mouvement visionnaire, d'autres un risque inutile pour des citoyens attirés par un idéal. Le gouvernement doit désormais suivre l'évolution du projet avec une vigilance accrue, sans pouvoir réellement en contrôler le cours. Selon cette perspective, le quotidien des Jamaïcains oscille entre découverte et résistance. Le choc climatique est immédiat. La barrière linguistique ralentit les démarches simples. Mais les premiers gestes d'intégration, travailler avec des équipes burkinabées, participer à des réunions techniques, s'adapter à une alimentation nouvelle, construisent un début de stabilité. Les récits de figures comme David Clark montrent que beaucoup considèrent leur présence comme un engagement moral plus que comme une migration économique. Le sentiment d'être observé par la diaspora, par la Jamaïque et par l'Afrique entière crée une pression constante qui influence leurs choix et leurs attitudes. Selon cette perspective, le geste intrigue au-delà du Sahel. La migration sud-sud bouscule les schémas classiques, généralement orientés vers l'Europe ou l'Amérique du Nord. Les chancelleries occidentales tentent de comprendre l'impact d'un mouvement idéologique susceptible d'en inspirer d'autres. Les alliés nouveaux du Burkina Faso, notamment ceux mentionnés dans le discours géopolitique de Traoré, utilisent cette initiative comme argument symbolique d'une recomposition globale. Les communautés de la diaspora débattent avec une intensité rarement observée, révélant une fracture entre la fascination pour un retour idéalisé et la conscience
aiguë des risques. Ces 4 blocs montrent que le projet se développe dans un équilibre instable où chaque avancée génère une nouvelle interrogation. Dans cette hypothèse, dans la projection la plus prudente, l'intégration avance par paliers lents mais réels. Les travailleurs qualifiés comme les maçons et les techniciens trouvent progressivement leur place dans divers chantiers, tandis que les profils nécessitant une interaction linguistique soutenue progressent à un rythme plus modéré. Les stations agricoles deviennent un espace de coopération structuré autour de l'expertise de personnes comme la docteure Imani Sharp. Les autorités burkinabées, dont Ibrahim Traoré demeure la figure visible, maintiennent un soutien politique sans pour autant accélérer artificiellement le processus. Les Jamaïcains restent concentrés sur l'apprentissage de la langue et l'adaptation au climat. Et le projet continue d'exister sans effondrement ni percée spectaculaire. Dans cette hypothèse, ici, plusieurs dynamiques convergent. Les premiers résultats concrets dans les projets agricoles ou de construction produisent un effet d'entraînement. Des familles burkinabées et jamaïcaines tissent des liens durables, réduisant la distance culturelle ressentie lors des premières semaines. Les compétences techniques importées par les volontaires viennent compléter celles des équipes locales, ce qui accélère certains chantiers. Les médias africains et caribéens s'emparent que d'exemples individuels de réussite, contribuant à normaliser cette migration inhabituelle. Dans cette configuration, l'élan politique initial d'Ibrahim Traoré gagne en crédibilité et la collaboration pourrait inspirer d'autres initiatives panafricaines. Dans cette hypothèse, les obstacles s'accumulent plus vite que les solutions. Les difficultés linguistiques persistent, ce qui entrave l'intégration professionnelle. Le climat sahélien, très éloigné de celui de la Jamaïque, entraîne un épuisement constant. La pression sécuritaire burkinabé, déjà forte, perturbe la mobilité quotidienne dans certaines zones. Les familles restées en Jamaïque multiplient les appels à un retour préventif et les débats publics se durcissent. Les volontaires commencent alors à se sentir isolés entre un idéal panafricain et une réalité plus dure que prévu. Le projet perd sa cohésion interne et quelques départs prématurés suffisent à alimenter un récit d'échec. En guise de clé de lecture pour les mois à venir, se demander non pas si le projet réussira ou échouera, mais comment chaque contrainte structurante, langue, sécurité, climat, attente, symbolique, interagira avec les motivations profondes de ceux qui ont choisi de partir. Les répercussions humaines de cette migration prennent une dimension particulière lorsqu'on les observe à travers 3 cercles de perception. Les familles jamaïcaines restées sur l'île, les communautés burkinabées qui accueillent les nouveaux arrivants et la vaste diaspora qui suit l'expérience presque en temps réel. Chacun de ces cercles projette des attentes différentes, parfois complémentaires, parfois contradictoires. Pour les proches restés en Jamaïque, l'expérience se traduit par une alternance d'orgueil et de nervosité. Ils voient dans ce départ un acte de courage, mais ils en mesurent aussi les risques quotidiens, amplifiés par les récits médiatiques sur l'insécurité et les contrastes climatiques. Les appels téléphoniques, les courts messages vocaux et les images envoyées depuis le Sahel deviennent les seuls repères permettant d'évaluer la situation réelle. Du côté burkinabé, les habitants observent l'arrivée de ces volontaires avec un mélange de curiosité et de prudence. La chaleur de l'accueil initial s'accompagne d'un ajustement progressif. Chacun découvre les habitudes de l'autre, les gestes du quotidien, les différences alimentaires et linguistiques. Les interactions demeurent respectueuses, mais s'inscrivent dans un contexte local déjà marqué par des contraintes fortes. La diaspora noire internationale, elle, suit l'expérience comme un miroir identitaire. Certains y voient la concrétisation d'un idéal longtemps théorique, d'autres rappellent la nécessité de ne pas transformer un geste politique en symbole absolu. Les discussions en ligne révèlent cette tension faite d'admiration, de doutes et de projections personnelles. À ce stade, la question la plus utile pour le public consiste à se demander comment mesurer l'impact réel d'un projet qui évolue encore, par les récits individuels, par les liens qui se tissent ou par la capacité à affronter les limites de chaque environnement. À ce stade du projet, les pistes de consolidation se structurent autour de quelques étapes concrètes qui ne reposent pas sur des promesses abstraites, mais sur les besoins observés durant les premières semaines. Elles s'articulent en 3 volets: compétences, adaptation et coordination institutionnelle. La présence d'Ibrahim Traoré dans les premières phases d'accueil donne une impulsion politique,
Mais la durabilité du processus dépend désormais d'un ensemble d'acteurs moins visibles. Selon cette perspective, la barrière de la langue reste l'un des obstacles les plus immédiats. Une feuille de route pragmatique commencerait par des sessions courtes mais quotidiennes, centrées sur le vocabulaire fonctionnel indispensable, démarches administratives, consignes de sécurité, interactions professionnelles. Côté burkinabé, des ateliers inversés où les habitants découvrent quelques bases d'anglais ou de patois jamaïcain contribueraient à réduire la distance culturelle. Selon cette perspective, les compétences identifiées parmi les volontaires, construction, agriculture, éducation, santé, doivent être réparties selon les besoins réels des communes d'accueil. Les stations agricoles où travaille la docteure Imani Sharp offrent un modèle reproductible, binôme, diagnostic rapide, partage immédiat de techniques adaptées au climat sahélien. Selon cette perspective, un comité conjoint Jamaïque-Burkina Faso pourrait stabiliser les flux d'informations, coordonner les urgences et anticiper les besoins logistiques. Il servirait également de cadre pour analyser les premiers retours d'expérience et ajuster certaines décisions, qu'il s'agisse de logement, de sécurité ou de mobilité. L'objectif général n'est pas de garantir un succès rapide, mais de créer les conditions minimales permettant aux initiatives individuelles de s'inscrire dans un effort collectif durable. Le moment de conclure ramène naturellement vers les trajectoires individuelles qui ont servi de fil conducteur depuis le début. Les gestes précis de David Clark sur les premiers chantiers ou la détermination calme de la docteure Imani Sharp dans les zones agricoles rappellent que cette migration ne se résume pas à une théorie politique. Elle se construit dans la poussière, dans l'effort, dans la patience. Leur présence donne un visage concret à un projet dont l'ampleur symbolique a souvent dépassé la réalité vécue au quotidien. La figure d'Ibrahim Traoré, très visible au départ, s'efface partiellement à ce stade. Elle laisse place à un réseau de relations humaines plus modestes mais plus décisives. Ce sont ces relations qui décideront de l'avenir du projet bien plus que les discours initiaux ou les projections géopolitiques. Les familles burkinabés, les volontaires jamaïcains, les équipes techniques et les communautés de la diaspora forment désormais un ensemble mouvant, encore fragile, mais capable de produire des signes d'équilibre inattendus. Au fond, ce chapitre n'est pas encore clos. Il avance au rythme des échanges quotidiens, des réussites discrètes et des ajustements nécessaires. Une décision fragile peut changer un peuple. Cette histoire en mouvement ne demande ni adhésion totale, ni rejet instinctif. Elle invite plutôt à regarder avec attention ce qui se joue lorsqu'un projet migratoire mêle mémoire, désir de transformation et réalité matérielle parfois implacable. Les premiers mois seront déterminants pour celles et ceux qui vivent cette expérience de l'intérieur, mais également pour ceux qui l'observent à distance, depuis la Jamaïque, le Burkina Faso ou la diaspora. Suivre cette trajectoire avec un regard ouvert permet de mieux comprendre comment des décisions individuelles peuvent s'inscrire dans une dynamique collective sans la figer dans un récit héroïque ni la réduire à un échec annoncé. La nuance reste l'outil le plus fiable pour analyser un phénomène aussi inédit. Si ce sujet vous interpelle, vous pouvez poursuivre la réflexion en partageant vos interrogations, vos doutes ou vos éclairages. Chaque point de vue ajoute une pièce utile au puzzle. À votre avis, quel élément pèsera le plus dans les mois à venir ?